avoir Catherine Jandel en visio. Merci Catherine d'être avec nous. On sait que vous auriez adoré être là pour plusieurs raisons, d'être avec toute cette assistance, mais aussi Jean-Louis Etienne, Gilles Boeuf, Anne Kéméré, Olivier Rollinger, Sir Peter Gluckman, Bernard Covin. Mais bon, j'espère que vous vous sentez bien. Hein. J'espère que vous vous sentez bien. Merci quand même d'être avec nous de cette manière. Vous êtes professeur à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier. Vous êtes océanographe, géochimiste, passionné de l'océan. Vous êtes copilote du grand programme du CNRS Océan Climat. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous collaborez avec l'agence spatiale CNES et avec l'Institut de recherche pour le développement IRD. Vous arrêtez de travailler de temps en temps? C'est à n'y pas croire. Et votre conférence, ça devait être comme Gilles et comme Jean-Louis, je vous laissais parler. Mais bon, puisque vous êtes à distance, on va faire ça dans un petit dialogue. Et vous allez nous passer votre première image, pour pas dire slide, qui est juste impressionnante et qui est une sorte d'archétype de ce que symbolique de ce que vous allez nous raconter. C'est à vous, Catherine. Passez-nous, ou bien quelqu'un de la technique nous passe votre première slide impressionnante. Et est-ce que vous pouvez nous la commenter? Merci. Merci Dominique. Bonjour à tous et à toutes. Bon, il y a un petit décalage, j'espère que je vais réussir à m'y habituer. Alors, je m'excuse, excusez-moi, mais je suis directrice de recherche CE et pas SE au CNRS. Mais c'est important, le CNRS est très sévère quand on se trompe sur le label des chercheurs. Je veux vous parler aujourd'hui, et je tiens à m'excuser au préalable auprès des personne de Cherbourg. On ne va pas parler de la Manche, et pourtant je suis bretonne. On va parler de la Méditerranée. Alors pourquoi? Bien, on a vu cet été, on a tous vécu l'intensité des incendies en Gironde qui ont été sidérants, l'intensité de certains incendies dans les monts d'Arrée qui étaient absolument inattendus, dans l'Aveyron, dans des régions qui n'étaient pas soumises aux incendies. Et on en a beaucoup parlé. On a beaucoup moins parlé de ce que l'on a appelé les canicules marines, les vagues de chaleur marine, et j'ai pris pour illustrer ça l'exemple de la Méditerranée. Alors pourquoi la Méditerranée? Parce qu'elle a subi une très forte vague de chaleur qui est illustrée ici. Le 19 juin 22, vous avez ici ce qui est représenté sur cette image, c'est l'anomalie de la température de surface par rapport à la moyenne climatique. Et devant les côtes de Nice, de Marseille et vers la Corse, ces anomalies ont atteint les 30 degrés, c'est-à-dire 6 degrés de plus, la température atteint 30 degrés, 6 degrés de plus que les normales climatiques. Alors vous me direz, des gens qui sont très friands d'eau chaude, on peut se dire c'est merveilleux, on va aller à la piscine. En fait, ça a été une véritable, pour nous, c'est un incendie pour la Méditerranée, et c'est en particulier un incendie pour certaines espèces méditerranéennes. En outre, cela illustre très très bien toute la question du réchauffement climatique et de l'impact que cela peut avoir sur le milieu marin. Alors ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est sur l'impact du réchauffement climatique sur l'océan, puisqu'on l'océan ça chauffe, donc j'ai trouvé que là cette image toute rouge était vraiment très illustrative. Et puis ensuite on parlera d'un autre danger qui menace les écosystèmes marins dont Gilles a toujours parlé avec autant d'enthousiasme. Je salue Gilles au passage. Donc les écosystèmes marins sont menacés. On verra que l'acidification, et on verra pourquoi. Je vais vous parler de ça aussi. Et la troisième chose, on ira à quelques images justement de ce qui menace aussi directement les espèces et la biodiversité marine. Donc sur la diapositive suivante, oui. Catherine, juste une question, en fait, pour insister sur le terme que vous avez employé, parce qu'on a tous parlé des incendies à la Teste de Buch et en Gironde. Là, vous êtes en train de nous parler d'incendies sous-marins, c'est bien ça, mais on utilise le même terme. Ah,
C'est pas du tout abusé d'utiliser le même terme. La Méditerranée a subi un incendie et je pense que Gilles ne me contredira pas. Vous verrez les photos des gorgones, de la biodiversité sous-marine. Elle a pris une énorme gifle. Et justement sur cette image-là, la suivante, c'est un travail extrêmement récent et qui a été fait, c'est un travail qui a été publié en 2020, mais qui est totalement d'actualité. Ce que ça représente, ce sont en bas, sur l'axe horizontal, vous avez la durée des canicules et sur l'axe vertical, vous avez l'intensité des canicules. Et vous savez que dans les rapports dits du groupe international d'experts sur le climat, le GIEC, vous avez des scénarios. Le scénario qui dit si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre, on va vers une température à la fin de ce siècle plus de 5 degrés de plus qu'en 1850. Et puis, si on respecte les accords de Paris, si on fait des efforts et qu'on est sobre, etc., on va aller plutôt à 2 degrés d'augmentation de température. Je vous assure, on a vraiment des efforts à faire pour ça. Et là, ce qui est représenté, c'est des petites bulles vertes. Eh bien, ça correspond à des mesures de canicules, donc, et des bleus aussi. Et vous voyez que ces canicules, elles ont gagné à la fois au cours du temps, depuis qu'elles sont observées, avec les scénarios avec forte réduction, elles vont rester dans une gamme relativement peu intense et puis relativement courte. Mais si on va vers si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre, on va encore plus réchauffer l'atmosphère et on va forcément induire des canicules beaucoup plus longues et beaucoup plus intenses. Et c'est ce que l'on trouve sur la partie rouge, les petites bulles rouges. Et cet été, on était à la frontière entre les vertes et les rouges, c'est-à-dire qu'on était déjà dans les rouges, puisqu'elle a duré longtemps et elle a été très forte. Donc ça nous alerte sur le fait que la sobriété de l'hiver prochain, ça n'est pas que pour l'hiver prochain et ça n'est pas que par rapport à la très malheureuse guerre en Ukraine. C'est parce qu'il faut impérativement qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre. On en reparlera, je pense, pendant la table ronde. Et on va parler justement d'une autre conséquence de ce réchauffement de l'océan qui chauffe. On va parler de la montée du niveau des mers. Donc je vais vous demander de montrer l'image suivante. Donc la montée du niveau de la mer, alors ça, c'est là, toujours dans nos courbes, et nos courbes qui sont publiées par le GIEC, il y a la partie qui est pas du tout, qui n'a pas de barre d'erreur parce que c'est la partie qu'on mesure, donc c'est la courbe rouge. Vous avez la montée du niveau de la mer relative à, encore une fois, une référence, 1850, et vous avez les années en dessous, et vous voyez qu'à un moment donné, il y a un trait noir, ça correspond à ce qui est au-delà de ce que nous mesurons aujourd'hui, au-delà des années 2010-2020. Qu'est-ce que l'on prévoit? Toujours pareil, en fonction de est-ce qu'on continue à faire les fous et à autant émettre de gaz à effet de serre? Dans ce cas-là, on va plutôt à des fontes, à des augmentations du niveau de la mer d'1,60 m à 2 mètres. Ou est-ce qu'on va être raisonnable? Et de toute façon, on est pour qu'à la fin de ce siècle, on aura 40 cm de plus de montée du niveau de la mer. Alors ça, ce sont des simulations, vous allez me dire, il y a une très grande barre d'erreur. Ils y connaissent rien, ces chercheurs. En fait, cela dépend de la réaction de l'Antarctique, de la calotte antarctique, on parle du continent antarctique, c'est-à-dire de la glace qui est piégée dans les continents, et de la calotte groenlandaise. Si l'entièreté du Groenland fond, c'est 6 à 7 mètres de plus. Si l'entièreté, ça c'est peu probable, et encore moins probable, l'entièreté de l'Antarctique, de la calotte antarctique fonde. Mais la calotte antarctique est plus attaquée que ce que l'on pensait. Donc la barre d'erreur est là, mais cependant, on sait déjà que même si on va vers le scénario le plus sobre, la montée du niveau de la mer sera importante à la fin de ce siècle, et elle sera importante dans 28 ans, c'est-à-dire 2050, et ça je vais vous montrer tout de suite. Donc sur la diapositive suivante... Alors déjà, oui, quelles sont les causes? J'insiste toujours beaucoup sur les causes parce qu'on a tellement entendu c'est la banquise. Mais non, la banquise, c'est le glaçon dans le verre d'eau, etc. On ne parle pas de banquise. On parle de glace continentale stockée, c'est-à-dire les glaces qui sont stockées dans les glaciers des montagnes et les glaces justement stockées au Groenland et sur la calotte antarctique. Ces glaces fondent. Et donc, elles amènent de l'eau qui est stockée sur Terre vers la mer. Ça explique une partie de la montée du niveau de la mer. Et l'autre partie, c'est parce que l'on chauffe
la mer. On chauffe, comme vous l'avez vu, la Méditerranée par le fait qu'on chauffe l'atmosphère et que cela induit une dilatation du milieu, une dilatation des eaux qui explique l'autre partie de la montée du niveau de la mer. Et sur la diapositive suivante, je vous propose une simulation. Donc la mer là est représentée en rouge. On est dans les temps de taux, vous reconnaissez la... Alors, je ne sais pas si on voit ma souris sur l'écran, mais vous reconnaissez la côte méditerranéenne avec les temps de taux derrière. Donc la petite flèche noire en bas à gauche montre où nous sommes. Et la simulation simule la superposition de l'effet d'une tempête et d'une élévation du niveau marin, non pas de 40 cm ou 1 mètre, de 35 cm. Et vous voyez que le rouge pénètre définitivement au milieu des maisons qui font la grande banlieue de Montpellier. Donc en fait, nos littoraux, et en particulier les littoraux très très densément peuplés, comme le littoral de la Méditerranée, sont particulièrement vulnérables à cette montée du niveau de la mer. Et c'est des choses que l'on voit partout maintenant avec les tempêtes. On est plus attaqué aujourd'hui, toutes nos côtes sont plus attaquées, toutes nos petites venelles des douanes, chez moi en Bretagne Nord, c'est ça qui est le plus attaqué, l'est beaucoup plus aujourd'hui qu'il l'était quand j'étais enfant. Sur la diapositive suivante, on a une simulation de ce que va devenir la côte, le littoral que beaucoup d'entre nous connaissent. Encore une fois, Cherbourg, je suis désolée, on reparlera de Cherbourg pendant la table ronde et de la Manche pendant la table ronde, mais là c'est la côte, le littoral très plat méditerranéen, la Camargue, les étangs. Si le niveau de la mer monte d'1 mètre, voilà, il y aura plus de Camargue et il y aura plus d'étangs. Et évidemment, toutes les habitations qui sont construites sur les plages là vont devoir bouger et cela pose d'énormes questions, comme dans les Landes, de faire bouger les populations. Catherine, voilà, c'est ce qu'on voit en rouge, c'est ça qui est mangé par la mer? C'est ça qui est mangé par la mer. Mais c'est énorme. Oui. Ça s'enfonce vraiment profondément. Ça... Mais en fait, c'est facile, c'est plat. On a des lagunes, on a des étangs et on a la Camargue qui est faite d'étangs, de lagunes et qui le ressent déjà. Parce que la montée du niveau de la mer, au cours du siècle dernier, elle est montée de 17 cm. Et cette montée-là fait une pression saline sur les eaux d'irrigation sur la côte. Et donc les paysans, les agriculteurs de ce littoral ressentent déjà l'eau salée, l'eau saumâtre dans l'eau qu'ils vont pomper dans les nappes phréatiques pour irriguer. Parce qu'elles se retrouvent agressées par l'eau de mer. Et quelque chose que je ne t'ai pas demandé tout à l'heure, mais quand tu parles de millimètres qu'on va mesurer, on sait bien le faire avec les satellites, c'est ça. Et on est très fort en France pour ça. Toi, Annie Cazenave, il y a tout un groupe de spécialistes à Toulouse qui sont extraordinaires là-dessus. Oui, alors c'est surtout Annie Cazenave et qui a monté une équipe qui est très très réputée là-dessus. Attention, on ne mesure pas qu'avec la satellite, on a toujours mesuré, avant d'avoir les satellites, on mesurait le niveau de la mer avec les marégraphes. Le premier marégraphe qui a été installé en France, c'est assez paradoxal, mais c'est à Marseille. On a mesuré le niveau de la mer et la variation de ce niveau de la mer sous l'effet de la marée. Et on a implanté des marégraphes un petit peu partout dans le monde, ce qui nous a permis d'avoir un suivi historique du niveau de la mer, depuis le milieu du siècle dernier, du 19e, pardon. Mais bon, et depuis exactement Topex Poséidon, c'est-à-dire 1992, il a été lancé en août 92, on suit le niveau de la mer au centimètre près grâce au travail qui est fait dans mon laboratoire et grâce à l'altimétrie spatiale. Oui. Voilà. Ça paraît toujours quasi magique. Enfin, je sais que c'est un mot qui n'est pas très scientifique, mais c'est vrai que ça paraît extraordinaire de mesurer des millimètres depuis l'orbite. Oui, c'est sûr. En fait, pour les gens qui nous écoutent, un altimètre, ça fonctionne comme le radar des flics, c'est-à-dire que ça envoie un signal depuis le satellite, que la mer renvoie le signal, et ça paraît très simple comme ça donne une distance, mais alors pour que la distance soit juste, il y a beaucoup de travaux qui sont faits de correction du signal, de compréhension de ce qu'il y a dedans, etc. Et ça, c'est une spécialité de mon laboratoire. Et maintenant tu vas nous parler de l'acidification. C'est peut-être ça oui. qui nous menace. Oui, si l'océan, c'est nous, ça nous menace. D'abord, il n'y a qu'un seul océan et on est tous effectivement menacés la biodiversité est très clairement menacée par l'acidification. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'acidification ?
Je dis toujours que si vous prenez une bouteille d'eau du robinet et que vous mettez avec une cartouche de gaz carbonique, du gaz carbonique dedans, vous allez l'acidifier légèrement. Comment mesure-t-on l'acidification? Vous avez une échelle sous les yeux qui vous montre que l'acide chlorhydrique ou le vinaigre, qui sont à l'extrême gauche, là où il y a 1, 2, 3, là, dans cette échelle, ce sont les milieux très acides, ça pique et ça brûle. Et à l'opposé, la soude caustique, là où il y a écrit 14, elle est très basique, mais ça pique aussi et ça brûle aussi. Il ne faut surtout pas mettre le doigt ni dans l'un ni dans l'autre. Ça sont les extrêmes. Et en fait, on évolue, et on a parlé du sang tout à l'heure, c'est Gilles qui a parlé du sang, on évolue, nous, avec un pH, c'est-à-dire on évolue dans un milieu complètement neutre. Et la mer, elle avait un pH vers 1870 qui était près de 8,2. C'est la petite goutte en haut à droite qui montre la valeur du pH. Et ce pH, en 2100, il diminue, c'est-à-dire qu'il va vers l'acide parce qu'on émet et on dissout du gaz carbonique en excès dans les eaux de surface. Alors ça n'a rien à voir avec le réchauffement. Le gaz carbonique en excès réchauffe l'atmosphère par l'effet de serre, qui réchauffe l'océan. Et le gaz carbonique, chimiquement, vous le mettez dans l'eau et vous en mettez beaucoup, vous allez acidifier votre eau de mer. Et malheureusement, comme on en met en excès dans l'eau de mer, les eaux de surface s'acidifient. Et ça, c'est le cœur de ton métier. Ça fait partie, oui. De géochimie. Moi, je suis chimiste. Oui, je suis chimiste. Voilà, je suis géochimiste. Les grands spécialistes en France, c'est Jean-Pierre Gattuso à Villefranche-sur-Mer et le laboratoire océanographique de Monaco qui teste les effets de l'acide sur les coraux. Enfin, de cette acidification, parce que la mer n'est pas encore acide, mais elle est acidifiée. Je vais vous montrer d'ailleurs des images de ce que cela peut induire sur des petites espèces d'algues, de petites bactéries algales, enfin ce sont des algues là en l'occurrence, qui sont sur la gauche. Là vous les avez quand elles sont en pleine forme, c'est-à-dire qu'elles sont, c'est des algues qui sont faites d'une seule cellule, qui sont couvertes de petites plaques de calcaire. Alors on y vient tout de suite, le calcaire, si vous voulez détartrer votre cafetière ou blanchir une fenêtre, retirer le blanc d'une fenêtre à cause de dépôts, vous allez utiliser du vinaigre. Eh bien, ce vinaigre acide dissout le calcaire. Eh bien, l'eau acidifiée agresse ces petites espèces phytoplanctoniques recouvertes de plaques calcaires. Donc, ces petites algues microscopiques qui sont à l'origine, quand la mer était dans le bassin parisien, elles étaient tellement abondantes qu'elles ont fait les falaises de Douvres et de Calais. C'est les dépôts de craie des falaises de Douvres et de Calais. Donc, ces petites algues calcaires, elles sont extrêmement menacées parce que, regardez sur la droite de l'image, mes collègues ont fait des expériences en milieu artificiellement enrichi en gaz carbonique et on voit que ces algues n'arrivent plus à se développer. Celle en bas, elle est complètement démolie, elle n'arrive plus à se développer. Mais il y a d'autres organismes vivants beaucoup plus familiers parce que vous les voyez, vous les mangez. On en a parlé tout à l'heure. Diapositive suivante. On peut passer l'autre diapositive, s'il vous plaît. Positive. Ce sont les moules et les huîtres. Alors là, Olivier Rollinger, il va être terrifié. Si les huîtres n'arrivent plus à pousser, on est mal quand même. Hein. Alors oui, en fait c'est un vrai problème parce que les Bretons ont déjà constaté que pour arriver à des espèces commerciales, j'entends l'écho là, si on peut le couper s'il vous plaît. À des espèces commerciales, il faut 4 à 5 ans alors qu'il leur suffisait 3 à 4 ans avant parce que les eaux sont un peu plus acides et les huîtres ont du mal à calcifier. Et les ostréiculteurs de la côte nord-ouest du Pacifique, c'est-à-dire les côtes du large de l'Oregon et de la Californie, ont eu déjà des effondrements de reproduction d'huîtres à cause de cette eau qui est un petit peu plus acide dans cette région. Ils ont été obligés d'amener du calcaire dans l'eau parce que la petite larve d'huître, dans les premières 24 heures, 48 heures, elle fait sa première calcification et si l'eau est trop acide, elle n'y arrive pas. Et ça a été des millions de dollars de pertes. Donc, nous sommes directement, y compris pas que par les algues qui sont pourtant les premières de la chaîne trophique et qui derrière génèrent une chaîne trophique avec beaucoup de poissons et puis de crevettes et puis surtout derrière encore ce que nous mangeons. Mais les moules et les huîtres aussi sont menacés.
Sur la diapositive Catherine, suivante. on me fait signe qu'il ne reste plus que 4 minutes. Et je sais que tu veux absolument nous parler du crabe bleu. Mais j'ai fini. Justement, j'arrive sur la biodiversité. Donc, l'impact encore... On peut passer la diapositive, celle-ci. Et je vais vous parler de la biodiversité, voilà. Et donc, pendant cette période catastrophique de canicule, et pendant les canicules, il y en a déjà eu d'autres, on observe que les gorgones que vous avez à gauche, qui sont endémiques de la Méditerranée, autochtones, eh bien, elles blanchissent, elles s'abîment, et ça n'a pas du tout échappé. Gilles pourra sans doute compléter, mais cet été, ça a été terrible. Et vous avez des herbiers aussi, qui ont été extrêmement agressés par ces vagues de chaleur. Et sur la diapositive suivante, on a une autre source de destruction de la biodiversité marine, qui est là encore particulièrement forte en Méditerranée, parce que il y a le canal de Suez, qui était une très bonne idée pour raccourcir le chemin entre la Méditerranée et l'océan Indien, mais qui s'est avéré une voie d'entrée magnifique pour les espèces qui vivent dans des eaux plus chaudes. Et puisque l'eau de la Méditerranée se réchauffe, on a ce qu'on appelle une tropicalisation de la Méditerranée. On observe aujourd'hui qu'il y a au moins 900 espèces non indigènes en Méditerranée. Et alors, il y a des méduses. Les méduses, c'est très très beau, mais ça pique. Et surtout, quand ça s'installe quelque part, c'est pas du tout bon signe. Ça veut dire que les eaux sont un peu abîmées. Mais vous avez aussi le poisson-lion qui est vorace et piquant, le poisson-lapin qui broute tout, et en particulier les posidonies, le tétraodon qui est un cousin du fugo qui a le foie à peu près aussi dangereux que lui, et le crabe bleu qui s'installe à la place des anguilles sur la côte du golfe du Lion et qui contraint les pêcheurs tunisiens et les pêcheurs, parce que c'est aussi au sud évidemment, et les pêcheurs de cette région à transformer complètement leur activité. Et ici, vous voyez, on voit bien que c'est le canal de Suez la source, parce que la Méditerranée orientale est déjà bien plus impactée par la pénétration de ces espèces vivantes. C'est ma dernière image par rapport à la Méditerranée occidentale, mais on commence à voir sur des points rouges des espèces invasives qui viennent perturber les écosystèmes en place. Et je sais que mon collègue Gilles Boeuf est intarissable sur cette question, donc je vais vous laisser là-dessus, on en reparlera pendant la table ronde. Merci Catherine, merci.